J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Les pouvoirs que vous me confiez, je les rendrai dès que cette crise aura été résolue. La République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Quelle ironie. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder quelque chose que j'avais vraiment envie de vous présenter, le plan de Palpatine. Et oui, nous le savons, en dehors du grand amiral Thrawn, et même si en ce qui concerne ce dernier, sa méconnaissance du domaine politique peut lui jouer des tours, Palpatine est probablement le personnage le plus intelligent, le plus habile et le plus stratège de tout Star Wars. Et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il serait intéressant de vous présenter une grande partie de ce grand plan que Palpatine et les Sith ont mis en place pour renverser la République et les Jedi. Car comme vous allez le voir, les films sont évidemment très riches d'informations à ce sujet, mais l'univers étendu Legends n'est pas en reste, loin de là. Mais commençons dès à présent avec le premier point de notre vidéo, qui sera probablement le plus court, mais qui ne sera pas pour autant le moins intéressant, la patience. Bien qu'il soit probablement le plus grand responsable de l'ultime victoire des Sith, ou tout du moins l'ultime chaînon manquant, Palpatine n'est pas arrivé là tout seul. Il dépend du savoir accumulé par tous les Sith qui ont perpétué la règle des deux de Dark Bane et Dark Zana pendant plus de 1000 ans. Mais au-delà de ça, il doit également sa réussite à son maître, Dark Plagueis, qui a marqué un véritable tournant dans la règle des deux, en estimant que leur victoire ne dépendrait pas de leur prouesse physique, mais bien des ruses politiques. A noter d'ailleurs que de ce point de vue-là, Tenebrous, le maître de Plagueis, commençait déjà à se faire cette réflexion, mais ce n'est que suite à la prise de pouvoir de Plagueis, son apprenti, que cette nouvelle phase du plan des Sith va pouvoir se concrétiser. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous l'aurez donc compris, Palpatine hérite d'une telle réussite dans son plan que grâce au cheminement de ses prédécesseurs qui se sont en quelque sorte tous sacrifiés pour aboutir à ce résultat. Accumulant certes toujours plus de pouvoir, mais ils restaient néanmoins bel et bien conscients que leur revanche arriverait un jour, même s'ils n'auraient malheureusement pas la chance d'y assister. C'est donc dès la mise en place de cette nouvelle doctrine par Dark Bane que les Sith vont s'atteler à user de nouvelles stratégies, développant peu à peu leurs relations, notamment commerciales, ce qui leur permettra d'hériter de toujours plus de nouveaux fonds, ce qui leur serait bien évidemment très utile pour mener à bien leurs projets. La phase finale de cette étape arrivant bien évidemment à son paroxysme à l'époque de Dark Plagueis, celui-ci ayant notamment un certain poids au sein du clan bancaire. Mais au-delà de l'aspect financier, les Sith parviendront également à faire infiltrer par leurs agents toutes les strates de la société, que ce soit le Sénat, les guildes commerciales, bref vous l'aurez compris, peu importe la catégorie de la population, ceux-ci étaient observés par les Sith, toujours dans le plus grand secret bien sûr. Et pour clore cette première partie, vous l'aurez donc compris, la première étape du grand plan des Sith et de la règle des deux en général était de se montrer patient, d'accumuler assez de ressources, de savoir et de pouvoir afin d'être prêt lorsque le moment serait venu. Et ce moment finit évidemment par arriver avec Dark Sidious. On pourra d'ailleurs noter à ce sujet, et c'était d'une certaine manière assez inévitable pour les Sith, mais c'est probablement le manque de patience de Palpatine qui aurait probablement gagné à tenter de faire croire à la population qu'il était toujours ce gentil dirigeant qu'il était à la fin de l'épisode 1 et durant la prélogie, du moins au début, ce qui lui aurait donc ainsi évité de se créer de nouveaux ennemis trop rapidement. Même si bien évidemment sur certains points, il se montrera relativement patient, mettant par exemple près de 20 ans à mettre de côté le Sénat. Le Sénat impérial ne sera bientôt plus un obstacle sur notre route. Je viens juste d'être avisé que l'empereur a enfin dissous le conseil permanent. Les derniers vestiges de l'ancienne république sont balayés à tout jamais. Mais néanmoins, les divers massacres ou les diverses espèces réduites en esclavage ne peuvent que difficilement être dissimulés aux yeux de toute la galaxie. Mais sur ce, passons dès à présent à notre deuxième partie, la prévoyance. Et oui, si l'une des phrases les plus connues de l'empereur est « Tout se passe à présent comme je l'avais prévu », vous vous doutez bien que l'homme est particulièrement prévoyant, et ce, peu importe la situation. Nous allons donc voir à travers 3 sous-parties différents points qui montrent à partir de quel moment Palpatine a commencé à déplacer ses pions pour contrôler les futurs événements de l'histoire. Et commençons avec notre premier point et voyons quelles sont les décisions prises par Palpatine avant la guerre des clones pour se montrer prévenant.
Bon, avant de commencer, autant vous prévenir, je ne vais pas m'attarder dès à présent sur tout l'aspect politique que l'on peut voir dans l'épisode 1 ou dans les autres épisodes de la prélogie, car cela correspond plus à ma partie suivante. Mais dans les décisions en lien avec la prévoyance que Palpatine a pu prendre avant la guerre des clones, voici quelques exemples. Il a par exemple fait intégrer une liste de 150 ordres dans l'entraînement des soldats clones sur Kamino. Chaque soldat était à même de tous les réciter par cœur et donc de les exécuter normalement sans réfléchir. Mais là où cette idée est particulièrement brillante, c'est que ces 150 ordres n'étaient pas cachés. Tout le monde, ou tout du moins n'importe qui, au sein du monde militaire, était informé que les clones avaient une série de directives à suivre si jamais la situation l'exigeait. Les Jedi se sont donc retrouvés à commander une armée de soldats clones qui avaient notamment été conditionnés à devoir éliminer leurs généraux s'ils en recevaient l'ordre. Palpatine a donc bien évidemment agi dans l'ombre pour faire créer cette armée de clones, qui viendrait soutenir la République au moment opportun. Et quand je vous dis le moment opportun, ce n'est pas dû au hasard, tout était parfaitement calculé, étant donné qu'il fallait environ 10 ans pour que les soldats clones soient opérationnels. Alors vous ne vous êtes peut-être jamais dit qu'il était étonnant que la guerre ne se déclenche pile poil au bon moment. Et bien maintenant que vous l'avez remarqué, je pense que vous aurez du mal à l'oublier. Palpatine, à travers son maître Plagueis, a fait passer cette idée d'armée de clones au Jedi Sifo Dyas. Celui-ci s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place pour le salut de la République. Après cela, Sidious s'est allié avec le comte Dooku, un ancien Jedi. Celui-ci a éliminé Sifo Dyas et en agissant en son nom, a commandé une armée de clones pour la République auprès des maîtres cloneurs Kaminoans. Mais Palpatine ne va pas s'arrêter en si bon chemin avec les clones, bien au contraire. Il va dans un premier temps se renseigner auprès de la meilleure cloneuse kaminoenne, une dénommée Kosai, afin d'en apprendre plus sur la possibilité de prolonger sa propre espérance de vie, avec notamment la possibilité de se faire cloner. Une tentative qui échouera si l'on veut dans un premier temps, mais qu'il finira ensuite par mettre en place, lui permettant ainsi de survivre à sa chute dans l'épisode 6, le retour du Jedi, ce que nous découvrirons dans la série de comics Dark Empire ou l'Empire des Ténèbres en français. Palpatine est en réalité parvenu à se faire cloner et grâce au transfert d'esprit, une technique Sith connue depuis des centaines d'années, Palpatine rejoindra le corps de l'un de ses clones pour survivre. Et conjointement à tout cela, Sidious aura également fait en sorte de se procurer une sorte de base de repli dans le cas où son projet avec l'Empire serait compromis. Il mettra donc en place une base sur la planète Bis, sur laquelle de nombreux serviteurs resteront à son service lors des événements séparant l'épisode 6 des comics se déroulant chronologiquement après le retour du Jedi. Une fois le conflit déclenché et la galaxie parfaitement empêtrée dans de multiples conflits, Palpatine dispose de moyens et du temps nécessaires pour perfectionner la suite de son plan. Celui-ci va donc dans le plus grand secret réussir à se fournir une deuxième armée de clones qu'il fera créer et entraîner sur une des lunes de Coruscant, Syntax II. Et ce pour deux raisons particulièrement évidentes. La première, c'est bien évidemment de se prémunir à une éventuelle trahison des cloneurs kaminoans. Et oui, ceux-ci ayant pour seul et unique client la République, les relations commerciales pourraient fort probablement tourner au vinaigre. En réalisant cette opération, Palpatine dispose d'une deuxième source de main-d'œuvre, si je puis dire, pour maintenir son armée à flot. Et la deuxième raison de ces nouvelles installations de clonage, c'est qu'en apparaissant à la toute fin de la guerre, ces unités n'ont pas eu l'occasion de se familiariser avec les chevaliers Jedi. Ils n'auront alors pas eu l'opportunité de fraterniser avec ceux-ci, et lorsque l'inévitable moment de l'ordre 66 intervient, ces clones tergiversent forcément beaucoup moins que leurs confrères qui avaient passé plusieurs années sur le champ de bataille avec leurs généraux Jedi. Ce n'est donc pas pour rien que les divers éléments de la garde de Coruscant ou de la 501e Légion, qui se retrouvent sur la planète capitale à la fin de l'épisode 3, sont en grande majorité en provenance de ces nouvelles usines de clonage. On notera que c'est également à cette époque que le chancelier a commencé à passer commande de multiples vaisseaux de guerre qui étaient déjà prêts au combat lors de la guerre des clones, mais qu'il a préféré les conserver en attendant leur fatidique. Mais vous le verrez, nous en reparlerons dans la partie suivante de la vidéo. Ensuite, il y a probablement un point sur lequel vous ne vous êtes pas posé trop de questions en visionnant l'épisode 3, la revanche des Sith. C'est la raison du massacre des dirigeants de la Confédération des systèmes indépendants. On pourrait tout simplement se dire que Palpatine n'avait plus besoin d'eux, mais cela va légèrement au-delà de tout ça. Si vous connaissez un tant soit peu ces personnages qui composent le conseil séparatiste, vous aurez remarqué que ce sont tous des membres éminents de sociétés commerciales ou de guildes de ce genre. Et de fait, en les éliminant, Palpatine met à terre les plus grandes organisations financières et commerciales de la galaxie, lui permettant ainsi de reprendre le contrôle de l'économie galactique, stabilisant ainsi de fait la santé économique de l'Empire.
Après cela, il s'attellera pendant de nombreuses années à faire en sorte de museler le Sénat, en instaurant d'abord la crainte et la peur chez les éventuels dissidents parmi les sénateurs, mais en conservant néanmoins un semblant de liberté démocratique en maintenant le Sénat comme un organisme utile de l'Empire, avant de tout simplement le mettre de côté lors de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. La peur. Voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. La peur de l'étoile noire. Bien évidemment, les plus attentifs d'entre vous pourront aussi me faire remarquer que tout ne se passe pourtant pas toujours comme il l'avait prévu. Et effectivement, vous avez raison. Par exemple, dans l'épisode 1, Palpatine ne s'attendait pas à ce que la reine Amidala requiert l'aide des Gungans, et de ce fait, il ne s'attendait pas à ce que la Fédération ou que son apprenti échoue sur la planète. Néanmoins, cela ne l'aura pas empêché d'être élu démocratiquement en tant que chancelier suprême, et c'est là bien l'important. Mais cela lui permettra également par la même occasion de faire la rencontre d'un jeune homme au talent particulier, Anakin Skywalker. Et sur ce, nous allons pouvoir passer à la partie la plus importante de cette vidéo, la manipulation. Et comme je vous l'ai dit, abordons maintenant la partie la plus dense de cette vidéo, car oui, s'il y a bien une caractéristique qui se distingue particulièrement des autres chez Sidious, ce sont bien ses capacités de manipulation. Et nous allons traiter dans un premier temps toutes ces manipulations politiques qui lui ont notamment permis de se hisser tout en haut du pouvoir. Une fois nommé sénateur de Naboo, Palpatine s'insérera au milieu diplomatique et sénatorial de Coruscant, en rédigeant notamment certains textes qu'il mettra à disposition du public pour leur expliquer les coulisses des zones de pouvoir. Ensuite, il missionnera la Fédération du Commerce en secret afin qu'elle engendre une situation de tension avec sa planète natale Naboo. L'objectif est de créer un sentiment de sympathie vis-à-vis de la reine et donc de sa propre personne à travers toute l'Assemblée. N'oublions pas non plus qu'il sera également le responsable de la mention de censure que déclare Padmé dans la rotonde du Sénat à l'encontre du chancelier actuel Valorum. Si cette assemblée est incapable de réagir, je lui suggère de changer de présidence. Je demande la mise aux voix d'une motion de censure à l'encontre du chancelier Valorum. Après d'ailleurs qu'il lui ait lui-même livré ses propres impressions sur l'incapacité du chancelier à agir et à résoudre les problèmes posés. Le chancelier a en réalité très peu de pouvoir. Ce sont les bureaucrates qui sont aux commandes. La meilleure solution serait à coup sûr de favoriser l'élection d'un chancelier suffisamment fort pour tenir tête à tous les bureaucrates. Si vous êtes d'accord, vous pourriez appeler à un vote de censure à l'encontre du chancelier Valorum. Il fera ensuite créer l'armée de clones qui rejoindrait plus tard la République, tandis qu'il engage à ses côtés le comte Dooku, afin que celui-ci forme une armée parallèle, créant ainsi un parti d'opposition à la République, en s'alliant notamment avec les plus grandes corporations commerciales de la galaxie. De cette manière, et en dirigeant les deux camps, Sidious a l'opportunité de faire durer le conflit autant qu'il le souhaite. Il a ainsi la possibilité d'obtenir plus de pouvoir de façon démocratique dans cette situation de crise, en manipulant par exemple le sénateur Jar Jar Binks, qui agissait alors en tant que remplaçant de la sénatrice Amidala. Mais dans ce cas, quel sénateur aura le courage de proposer l'adoption d'une telle mesure d'exception ? Sidious n'hésitera pas ensuite à faire propager des rumeurs terribles sur le nombre de droïdes que posséderait la CSI, ce nombre étant évalué à plusieurs quintillions selon ces mêmes rumeurs. Et de ce point de vue-là, et vis-à-vis d'un tel chiffre aux proportions si astronomiques, le citoyen lambda ou même les autres élus préféreront ne pas se poser trop de questions face à une telle menace, et le laisseront ainsi s'accaparer d'autant plus de pouvoir. Alors que de son côté, il continuera de jouer le rôle de celui qui accepte malgré lui et à contre-cœur la mise en place de ces mesures d'urgence. Je dois avouer que c'est presque à contre-cœur que j'ai accepté cette mission, car j'admire la démocratie. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a fait créer une deuxième armée de clones parallèle à la première, créant ainsi une situation extrêmement tendue car les clones étaient trop peu nombreux pour intervenir sur des centaines de champs de bataille différents. 200 000 unités sont déjà prêtes et 1 million d'autres seront bientôt terminées. Et lorsque l'invasion de Coruscant intervient, Palpatine fait sortir cette nouvelle armée de sa poche, lui permettant ainsi de se faire passer pour un héros, mais également de faire croire à la galaxie que désormais la guerre n'a jamais été aussi proche de sa fin. L'avantage d'être un excellent manipulateur, c'est que cela colle parfaitement avec l'aspect trahison qui colle forcément très bien à l'image que l'on peut se faire des seigneurs Sith, et Sidious est un maître dans l'art de la tromperie, que cela vise ses alliés ou bien même ceux qu'il peut considérer comme étant de ses amis.
Le cas le plus évident est sans aucun doute celui de Dark Plagueis. Celui-ci était persuadé d'être sur la même longueur d'onde avec son apprenti, qu'ils allaient pouvoir tous deux régner conjointement. Il a donc fini par baisser sa garde un instant et il n'en a pas fallu beaucoup plus à Sidious pour tenter sa chance. D'autant plus que nous apprendrons à cette occasion que pendant une immense partie de leur longue collaboration, Plagueis, qui se considérait pourtant comme le maître, n'avait jamais réellement eu ses propres idées, se laissant la majorité du temps influencer inconsciemment par les propres dires de son apprenti. Ainsi, vous imaginez bien que si Sidious n'avait aucun remords à éliminer son maître, il n'en avait encore moins à faire assassiner ceux qui se revendiquaient pourtant comme étant de ses amis. C'est par exemple le cas des membres de la famille Kim, dont il avait déjà fait assassiner le père, Vidar, afin de pouvoir prendre sa place comme sénateur de Naboo. Mais il n'aura pas plus de regrets lorsque le fils de Vidar, Ronar Kim, un respectable Jedi, lui fera part de son idée de faire effectuer un test de midi-chlorien à tous les membres du Sénat, le comte Dooku ayant référé à Obi-Wan que le Seigneur Sith faisait partie intégrante du système diplomatique de la République. Si je vous disais que la République est à présent sous le contrôle du Seigneur Noir des Sith, des centaines de sénateurs sont d'ores et déjà sous l'influence d'un Seigneur Sith connu sous le nom de Dark Sidious. De ce fait, et le Conseil n'étant pas encore au courant de cette brillante idée du Jedi qui pourrait mettre en péril le secret de Palpatine, celui-ci s'arrangera pour qu'un nouveau conflit éclate, et celui-ci nécessiterait la présence du Jedi. Une fois celui-ci sur place, Sidious s'arrange pour que le maximum de forces droïdes soit sur place afin que le Jedi puisse emmener son idée avec lui dans la tombe. Et dans la même veine, nous pouvons également citer l'exemple de Dooku qui n'hésitera pas à faire exécuter, lui permettant dans un premier temps de faire progresser toujours plus Anakin dans le côté obscur, mais également d'éliminer le comte, donnant ainsi un symbole fort au grand public que la fin de la guerre est proche. Il ne faut pas oublier non plus que Sidious, tout au long de sa vie, choisira extrêmement bien ses pions afin de mener au mieux les règles du jeu. Il s'entourera ainsi d'hommes de main tels que Sad Pestage, d'hommes de confiance comme Tarkin, ou bien encore d'un leader charismatique pour monter une opposition crédible à la République, le comte Dooku. Homme qui par la même occasion choisira le plus logique des candidats pour servir de modèle à l'armée de clones. Un chasseur de primes qui brille de par son talent et ses compétences, mais également de par son souhait intense de vengeance vis-à-vis des Jedi après ce qu'ils ont fait subir à ses compatriotes. Par la suite, il parviendra à tromper les Jedi en faisant d'eux des généraux, poussant ainsi les plus expérimentés d'entre eux à mener des batailles meurtrières bien loin de leur temple Jedi et de la sécurité qui le caractérise, lui permettant également de faire tuer nombre d'entre eux de façon crédible à travers la guerre. Mais après cela, il réussira aussi à se faire passer pour la victime d'un complot Jedi, il mettra ainsi l'opinion générale de son côté, rejetant les erreurs de cette guerre sur les Jedi, cette élite qui ne fréquente pas les communautés de basse naissance, ceux qui ne rendent des comptes qu'à eux-mêmes et pas au Sénat. Ces traîtres qui ont tenté de mettre fin à ses jours, laissant de graves séquelles sur son corps et dans son âme. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Et vient ensuite le point le plus important de toute cette vidéo, le véritable point de bascule de toute l'histoire de Star Wars, la conversion d'Anakin au côté obscur de la Force. Et oui, s'il y a bien une chose qui a particulièrement nécessité toute l'attention de Dark Sidious, c'est sans aucun doute Anakin Skywalker, qu'il n'a cessé de superviser depuis leur première rencontre sur Coruscant et plus encore sur Naboo lors des célébrations finales. Car oui, depuis ce jour, Sidious n'a eu qu'un seul véritable objectif, faire du garçon son allié. Quant à toi, jeune Skywalker, nous suivrons ta carrière avec le plus grand intérêt. Et pour cela, le Seigneur Sith ne va pas manquer d'imagination. Le premier point de son plan pour convertir Anakin, c'est tout simplement de devenir son père de substitution, ce qui a littéralement toujours manqué au jeune Padawan. Un rapprochement évidemment s'effectuera entre les deux personnages, les poussant même parfois à partager certains secrets. Palpatine sera par exemple au courant du massacre des Tusken, contrairement aux autres membres de l'ordre Jedi. Ce n'est pas la première fois, Anakin. Rappelle-toi ce que tu m'as dit à propos de ta mère et des hommes des sables. Ce fait implique déjà qu'il y a une sorte de relation confidentielle entre les deux hommes. Anakin a donc à partir de cet instant plus confiance dans le chancelier que dans le conseil Jedi. Et à partir de ce moment-là, le but de Sidious est simple. Intensifier les doutes qu'a Anakin vis-à-vis du Conseil. On verra ainsi régulièrement le chancelier lui indiquer que le Conseil a tort dans ses actions et que ceux-ci ne lui font pas assez confiance. Il va notamment jouer sur son assurance totale sur le fait qu'Anakin soit l'élu de la prophétie et en quelque sorte on pourrait dire qu'il le brosse dans le sens du poil. Il joue sur l'ego du jeune homme qui n'est de son propre aveu pas assez reconnu vis-à-vis de ses capacités.
Finalement, ce n'est que la présence d'Obi-Wan Kenobi à ses côtés qui retient Anakin aussi longtemps du côté des Jedi. Sans son maître, qu'il considère comme son frère mais aussi comme un ami, Anakin serait probablement parti depuis longtemps. On peut d'ailleurs voir ceci dans l'épisode 3, Palpatine tente de séparer Anakin et Obi-Wan après la mort de Dooku, car il sait très bien que tant qu'il existera un lien fraternel ou tout du moins amical entre les deux hommes, Anakin ne pourra que difficilement sombrer du côté obscur. La séparation entre les deux se développera lorsque le Conseil décidera d'envoyer Kenobi sur Utapau pour éliminer Grievous, tandis que le chancelier souhaitait plutôt envoyer Anakin. L'occasion de créer une tension entre les deux Jedi, bien qu'Obi-Wan ne voit évidemment pas les choses du même œil. Cette dissonance entre le Conseil et Anakin est notamment accentuée par le fait que le Jedi ait la confiance totale et presque aveugle, on peut dire, de la personne qui est probablement la plus importante de la galaxie. Et pourtant, le Conseil, donc les dirigeants de l'ordre qui l'ont adopté, qui l'ont intégré parmi eux, se refusent à lui accorder leur confiance. Forcément, ils se demandent où se trouve sa vraie famille et qui mérite vraiment son dévouement. Je ne trahirai pas la République. Avant tout, je resterai fidèle au chancelier. Le paroxysme de ce doute, on le retrouve évidemment dans l'acte qui va nous mener à l'arrestation du chancelier. L'objectif de Palpatine dans la légendaire scène de l'opéra, c'est d'apprendre à Anakin de façon subtile qu'il existe un pouvoir pour sauver ses proches de la mort. La seule condition pour apprendre ce pouvoir étant évidemment de devenir un Sith, car comme Palpatine le dit lui-même, ce pouvoir ne peut pas être appris auprès d'un Jedi. Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? En aucun cas auprès d'un Jedi. La révélation logique qui arrive après cette scène, c'est celle où Sidious avoue à Anakin qu'il est un seigneur noir des Sith, et que de fait, et par rapport à l'histoire qu'il lui a racontée, il peut et il veut l'aider, il l'implore même de le laisser le soutenir. Mon mentor m'a tout appris sur la Force. Apprends à connaître le côté obscur de la Force, et tu seras capable de sauver ta femme d'une mort certaine. Utilise mes connaissances, je t'en conjure. Le côté obscur, et lui seul te donnera le pouvoir de sauver Padmé. Ne pouvant pas prendre sa décision seul, en même temps on peut comprendre son trouble, Anakin retourne auprès des membres du conseil restants, mais pas de bol, en l'absence de Yoda, c'est Windu qui contrôle les opérations. Et il y a fort à parier que Yoda aurait probablement mieux géré la chose s'il avait été présent. Mais bref, quoi qu'il en soit, Windu prend la décision d'arrêter le chancelier, et là où il commet une erreur, c'est en refusant le droit à Anakin de les accompagner, car s'il était venu, rien ne se serait passé de la même façon. C'est donc dans leur grande arrogance et leur fierté que les Jedi et Windu en tête foncent dans le piège tendu par Sidious. Dans le même temps, on notera le doute qui accable Anakin dans la magnifique scène de champ contre champ avec Padmé dans laquelle le Jedi doit faire face à un ultime dilemme. Mais ne pouvant pas encore prendre sa décision, il décide de se rendre sur place. Même si d'une certaine manière, rien qu'en se rendant sur place, cela nous donne un gros indice sur la suite des événements et par conséquent sur la décision qu'il va prendre. Et en arrivant, il tombe sur un Palpatine sans défense, à la merci de l'un des plus puissants guerriers de l'ordre Jedi, qui visiblement est prêt à bafouer leur code pour éliminer leur pire ennemi. Il a la main mise sur le Sénat et la justice. Il est trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sauve. On remarquera par ailleurs que les dénouements de cette scène bénéficient d'un setup au début du film, et on peut s'en rendre compte, notamment en prêtant une attention particulière au dialogue. Lorsqu'il exécute Dooku, Anakin dit qu'il n'aurait pas dû, car cela est contraire au code Jedi. Je n'aurais pas dû, c'est contraire au principe des Jedi. C'est contraire à la règle Jedi. Ne le tuez pas. Palpatine ajoute cependant qu'il était trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sauve. Il était trop dangereux pour qu'on le laisse vivre. Et dans cette autre scène, les rôles changent. Windu est celui qui dit que son adversaire est trop dangereux, mais aussi celui qui bafoue les règles. Anakin, celui qui les rappelle, et pour boucler la boucle, Palpatine est à terre, celui qui est à la merci de tous, et pour que son erreur avec Dooku ne se répète pas, Anakin fait en sorte que l'homme à terre ne soit pas tué. Palpatine a donc travaillé, si l'on veut, l'esprit d'Anakin pendant des années pour qu'il fasse le bon choix à cet instant crucial. C'est en quelque sorte le va-tout des Sith, cette scène, tout se joue dans la décision que va prendre Anakin. Et pour vous faire un petit récapitulatif, nous avons d'un côté Palpatine à terre qui a tout tenté pour faire comprendre à Anakin qu'il était le seul à pouvoir l'aider, et ce seulement s'il restait en vie, sans compter sur le fait que Anakin de son côté souhaite à tout prix éviter une nouvelle perte après ce qui est arrivé à sa mère sur Tatooine. Et de l'autre côté, nous avons Windu, un Jedi qui a toujours été particulièrement froid avec Anakin, estimant probablement qu'il ne devait pas être un Jedi, et pourtant à cet instant précis, c'est lui, l'homme qui a toujours été en désaccord avec Anakin, qui est prêt à ne pas respecter le code Jedi. Je pense que c'est sur ce point
qu'Anakin va baser une partie de son jugement, et même si le choix actuel ne laisse que deux issues possibles, soit tu sauves l'ordre Jedi, soit tu sauves Padmé, bien qu'à l'heure actuelle rien ne nous affirme que cela est sûr, Anakin décide de placer sa confiance dans son ami, le chancelier, et tranche le bras de Windu. Les Jedi ont donc tout perdu. Il est d'ailleurs assez marrant de noter qu'Anakin est le véritable pivot de toute cette histoire. Lorsque Palpatine se retrouve à terre dans son bureau, il joue véritablement son va-tout sur la réaction du Jedi et mise tout ce que les Sith ont construit pendant près d'un millénaire. Mais heureusement pour lui, il aura fait le bon choix. Néanmoins, on pourra noter que malgré tout, Anakin, ou Vador comme vous voulez, finira par se retourner contre son maître et que pour conclure cette ultime partie, quoi qu'il arrive, la volonté de la Force est toujours respectée. Bref, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. C'était un résumé analytique du parcours des Sith et plus particulièrement de Palpatine sur le chemin du pouvoir. C'est une vidéo que j'avais très envie de vous présenter et j'ai réellement pris beaucoup de plaisir à vous la produire. Je me permets également de remercier Solarix, mon collègue de la bibliothèque expéditionnaire, qui m'a, comme pour la vidéo versus sur Palpatine et Valkorion, évité de dire trop de bêtises. Néanmoins, il est toujours possible d'en faire, donc je compte sur les plus experts d'entre vous pour me rectifier ou me compléter en commentaire. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est probablement la vidéo qui m'a demandé le plus de travail au niveau de la recherche, de l'écriture et surtout au niveau du montage. J'espère que ça se verra, mais sachez en tout cas que je suis réellement heureux d'avoir pu vous produire cette vidéo que j'espère vous apprécierez. Donc n'hésitez vraiment pas à la liker, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais pour cette vidéo j'aimerais vraiment qu'on fasse péter les scores, ça serait vraiment super sympa de votre part. N'oubliez pas non plus de la commenter ou de la partager autour de vous, car ce sont toutes vos réactions autour de la vidéo qui lui donneront de la visibilité. Enfin bref, je compte sur vous et je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos quotidiennement depuis maintenant plus de 4 ans. Mais j'espère qu'avec ce genre de vidéo, vous verrez un peu toute la progression de la chaîne par rapport à mes débuts, et j'espère qu'on va continuer tous ensemble sur cette voie. Bref, vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en vous rendant sur ma page Tipeee ou Utip. Je me permets également au passage de remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao.